Hop. Qui remettre son son. C'est bon. Geneviève, merci Geneviève qui m'avait aussi coupé du coup. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Ouais. Ok, c'est parti. Alors, on va rester sur le sujet de l'éco-conception. Donc, on a vu un peu sur la première partie comment on calculait, on va dire, une empreinte environnementale, les méthodologies qui existent et des exemples d'applications. Et là, on va voir clairement des applications sur les filières laitières françaises sous signe de qualité qui sont rentrées dans une démarche d'éco-conception. Alors, soit en utilisant un outil dédié, soit en faisant appel à une expertise des centres acteurs. Donc, deux projets que je souhaitais vous présenter, que je vais présenter aussi avec Anthony. Alors, le premier projet, c'est le projet TTGG, qui est un projet également européen, qui ressemble beaucoup en fait au projet que je viens de vous présenter, qui s'appelle Render. Tout simplement parce que l'objectif de ce projet, c'était de développer un outil de la décision environnementale, donc utilisant la CV, pour les fromages pâte pressée. Donc c'est la principale différence avec Render, c'est que c'est un outil dédié à une filière donnée, euh, mais qui va reprendre en fait vraiment la méthodologie PEF tout comme Render. Et enfin, sur la seconde partie de la présentation, là je vais axer sur le projet EcoCalina, pour vous montrer un peu l'avancement de ce projet régional. L'idée là, c'est de vraiment développer une démarche entière d'éco-conception pour des produits sous signe de qualité, avec avec différentes filières de notre région, et notamment des filières laitières qui sont accompagnées par Actalia. Donc commençons avec le projet TTGG. Donc un projet démarré en 2018 qui finira l'année prochaine. Donc pareil, projet qui a été étendu d'un an suite à la crise du Covid et qui est coordonné par Politecnico Milano. Donc un projet de recherche italien sur le développement d'un outil qui à la base devait être, on va dire, spécifique au grana padano. Et puis l'idée du projet, c'est aussi un peu d'étendre ça à d'autres filières, notamment françaises. Et donc le CNIEL a proposé de travailler avec la filière comptée au sein de ce projet. Donc à savoir que Actalia n'est pas partenaire de ce projet, mais missionné par le CNIEL qui lui est partenaire du projet. Donc là, pour vous parler un peu du contexte et de l'objectif de ce projet, donc ça va être assez similaire en fait à ce que propose Render. Donc à la fois développer un système efficace de partage de calcul qui suit la méthodologie PEF, donc c'est-à-dire qu'avec cet outil, vous pourrez aussi avoir des profils PEF, mais cette fois uniquement de fromage pâte pressé. Évidemment, simplifier le calcul, donc en proposant un outil simplifié ACV, utilisable par les acteurs du secteur. Sensibiliser les différents fabricants, encourager la certification environnementale de leurs produits et diffuser la méthodologie PEF aux filières des fromages AOP, et optimiser la performance environnementale et économique des acteurs. Donc évidemment, ça va être aussi, il y aura aussi un volet de sensibilisation du consommateur. Donc ça, c'est un des objectifs assez classiques dans tous les projets européens, voilà, pour que la méthodologie soit connue et pour que l'outil soit connu. Donc le périmètre de l'outil, c'est le développement de cet outil qui s'appelle EDSS, l'utilisation du cadre méthodologique PEF, adapté vraiment au fromage AOP. Et donc, ce qui est intéressant dans ce type d'outil, c'est qu'on peut se comparer. Et l'idée de ce type d'outil, c'est de se comparer à un référentiel de la filière, donc un référentiel moyen. Euh, donc, au sein du projet, il y a tout un volet de travaux qui nécessite en fait de collecter de la donnée et de créer en fait un profil environnemental moyen pour la filière Grana Padano et pour la filière Comté. Et donc c'est là que rentre en jeu Actalia. L'idée c'était de collaborer du coup avec le CNIEL et avec le CIGC
pour établir le profil environnemental moyen de l'AOP Comté, de l'intégrer dans l'outil EDSS pour qu'in fine, les différents acteurs puissent se comparer à cette référence en fonction de la taille de leur fruitière. Donc le déroulé des actions, il est ainsi. On a eu une première étape on va dire sélection d'un échantillon représentatif de fermes, de fruitières et d'affineurs de la filière. Et avec cet échantillon, on a, on va dire, collecté de la donnée terrain directement sur site. Et l'objectif, c'était de créer un inventaire de cycle de vie compté qui fera foi de référence, qui suit la méthodologie PEF et qui permettra aux différents acteurs de se comparer. Et il y a eu un petit travail aussi annexe, donc je ne vais pas centrer la présentation dessus, qui a été de réaliser des diagnostics énergétiques pour plusieurs fruitières afin d'alimenter l'outil EDSS, parce qu'il faut savoir que dans cet outil, il y a vraiment une partie énergie qui est assez poussée, et donc il est possible de faire des modélisations assez fines par process et par étape de fabrication des fromages pâte pressés. Et donc là, Actalia a fait intervenir Engie pour la réalisation de ces diagnostics. Donc pour vous présenter le processus des travaux sur la partie profil moyen environnemental. Donc la première étape, ça a été de déterminer l'échantillonnage. Donc on a décidé déjà de séparer les acteurs en 3 types d'acteurs. Donc la production laitière avec les fermes, la transformation du lait avec les fruitières, et puis après l'affinage avec les affineurs. Et puis on a établi différentes sous-catégories, on va dire au sein des catégories, avec une différence en termes de production, de capacité de production, que ça soit pour les fermes, les fruitières et les affineurs, histoire d'avoir quelque chose d'assez représentatif. On a essayé aussi dans l'échantillonnage de faire intervenir plusieurs régions, plusieurs départements, pour que, on va dire que la zone géographique soit bien représentée dans ce profil moyen. Et donc en termes d'objectifs, on s'était donné 30 fermes, 20 fruitières et 5 affineurs. Alors il nous en manque une pour les fruitières et pour les fermes, à voir si c'est quelque chose de très important ou pas, mais pour l'instant on est à 29 fermes et 19 fruitières. Si on rajoute une fruitière, les résultats vont pas sensiblement changer. La seconde étape a été ensuite de collecter la donnée. Donc pour ce faire, on est allé quand c'était possible sur site. On va pas vous cacher que que la crise du Covid a un peu impacté cette collecte de données, donc ça a été un peu plus compliqué et un peu plus long que prévu, parce que dans le cas, on essayait de faire ça par visio ou via questionnaire. Donc si l'entreprise souhaitait en fait collecter la donnée par elle-même, donc c'était tout à fait possible. Donc c'est vraiment les trois modes qu'on utilise à Actalia pour collecter la donnée. C'est soit on va directement sur site et donc on prend une demi-journée de 3 heures pour collecter de la donnée, visiter les installations et comprendre un peu mieux le système. Donc ça c'est vraiment le système privilégié. Si on peut pas, on essaye d'envoyer un questionnaire et d'accompagner les acteurs pour leur permettre de compléter correctement le questionnaire. Une fois que ça a été réalisé, l'idée c'est de traiter les données et de faire de la modélisation pour créer des inventaires de cycle de vie moyens pour les 8 sous-catégories. Et puis ces 8 sous-catégories, on va les structurer de telle sorte à produire un ICV moyen pour l'AOP Comté. Voici à quoi ressemble la structure de l'ICV Comté, comme on l'a organisé au sein de notre logiciel ACV CIMAPRO. Donc l'ICV moyen en fait est composé des trois étapes du cycle de vie considéré dans le périmètre. Donc le lait, la production de lait moyen pondéré, la production de comté préaffiné moyen pondéré et in fine la production de comté affiné moyen pondéré. Et donc dans chaque, on va dire, étape, on va avoir un sous-système avec un lait moyen pour les petites, les moyennes, les grandes fermes, et de la même manière pour les fruitières et pour les caves d'affinage. Alors je vais laisser la main à Anthony qui va vous présenter les résultats, les premiers résultats sur la partie ferme et production du lait.
peux ouvrir ton micro, Anthony. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Super. Oui, Ok. Est-ce que vous me voyez? Pas vraiment. On voit un grand trou noir. Ah, ok. Bon, je vais commencer quand même. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon. Ouais, pour vous présenter les résultats de ferme, alors là, tout d'abord, ce tableau qui résume un peu les principaux flux entrants en fait dans le système. Donc la moyenne des flux pour le comté, comparé avec les deux autres appellations qui ont été étudiées dans le projet, donc le Grana Padano et le Trentin Grana. Voilà, nous, ça nous a permis de voir quelles étaient les principales différences qu'il pouvait y avoir. Et donc on voit que le comté, en termes de productivité par tête, se rapproche plus du Trentin Grana que du Grana Padano. Et sinon, sur les autres flux, donc sur l'énergie, on voit qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur sur les trois appellations. Sur l'eau, on voit que le Grana Padano, il y a une forte consommation d'eau là, donc c'est lié principalement à l'irrigation qui est utilisée. Après, sur les carburants, on est aussi dans les mêmes ordres de grandeur, matériaux litières également, fertilisants aussi. Et sur les achats d'aliments extérieurs, on est également sur les mêmes ordres de grandeur. Mais voilà, ce que je peux préciser, c'est que ce qui a beaucoup d'influence sur les résultats, finalement, c'est la productivité de la vache laitière en fonction de la race, et notamment le rapport lait-viande, parce qu'en fait, on fait une allocation des impacts en fonction de la quantité de lait produite et de la quantité de viande produite. Et donc, en fonction de la production de viande, on attribue plus ou moins au lait. Donc là, j'ai mis, par exemple, le facteur d'allocation moyen dans le cas du comté, c'est 0,72. Mais ce qui est plutôt commun pour les productions laitières françaises. Mais ça l'est, ça peut monter à 0,90 dans le cas du Grana Padano, par exemple, qui produit du coup moins de viande. Voilà. On peut passer à la suivante, Alexandre. Merci. La comparaison également là, des émissions de CO2 équivalent. En prenant tout d'abord juste la fermentation entérique, donc les émissions de méthane qui sont converties en équivalent CO2. Les chiffres qui sont dans le tableau, c'est des équivalents CO2. Et donc on voit qu'on est là encore dans les mêmes ordres de grandeur en termes de kilos de CO2 équivalent par kilogramme de lait. Donc j'ai pas précisé FPCM, mais c'est une unité fonctionnelle qu'on utilise en ACV du lait qui signifie Fat and Protein Corrected Milk. Donc c'est pour avoir un lait au même niveau pour comparer des laits de même teneur en matière grasse et protéines. Sur la gestion du fumier, donc on est sur des chiffres plus bas, mais c'est principalement lié à une différence méthodologique là qui doit être mise à jour d'ici la fin du projet. On a utilisé une version des calculs du GIEC qui est plus ancienne que celle qui a été utilisée dans le Grana Padano et Trentin Grana. Et sur la gestion du fumier, on est sur les mêmes ordres de grandeur également. Donc voilà, on peut passer aux résultats ensuite. Donc en termes de résultats, donc 1 kg de lait compté moyen émet 0,99 kg de CO2 équivalent sur l'échantillon qu'on a étudié. Et donc là, vous avez l'analyse des contributions qui permet de voir sur différentes catégories d'impact quelles sont les étapes qui contribuent le plus. Donc on voit que sur le changement climatique et donc sur les 0,99 kg CO2 équivalent, on a 70% qui est dû aux émissions de méthane de la fermentation entérique, donc une grosse contribution.
Et sur les autres catégories d'impact, on a les émissions liées à la gestion du fumier, qui sont en rouge là sur Respiratory Inorganics, sur l'acidification et sur l'eutrophisation terrestre. Donc là, c'est principalement lié aux émissions de NH3, d'ammoniac. Et sur l'eutrophisation marine, là, on a une forte contribution des cultures, enfin de la nourriture qui est produite sur les fermes. Et donc là, c'est plus lié à des émissions azotées sur la ferme. On peut passer à la suivante, Alexandre. Merci. Ensuite, là, c'est pour vous montrer les contributions des processus les plus impactants. Donc finalement, en fait, c'est l'équivalent du graphique précédent, mais en tableau, pour avoir les chiffres plus précis. Donc voilà, je pense qu'on peut passer. Je crois que c'est ta dernière slide. Ouais. Continue. Voilà. Voilà pour les fermes. Maintenant, je vais vous présenter les travaux qui ont été faits sur la partie transformation avec les fruitières et les affineurs. Donc déjà, en termes de périmètre d'étude pour la fruitière, on a pris en compte le transport dans la partie fruitière, et donc la collecte du lait appartient bien à la partie transformation ici et n'est pas pris en compte dans la partie production du lait. Ce que l'on peut constater, c'est que pour les fruitières, on va avoir on va dire en termes de production à la fois du sérum, on peut avoir potentiellement du beurre, un peu de beurre, bon il y aura des eaux usées, et une production de comté préaffiné. Donc à savoir que le comté se préaffine en environ un mois à la fruitière, et la plupart du temps, alors certaines fruitières affinent totalement, mais la plupart du temps, le comté préaffiné est envoyé chez un affineur pour finaliser son affinage. Et donc, en termes de bilan matière laitière, ce que l'on voit, c'est que au moment de l'affinage, on va avoir une évaporation d'eau, et donc le poids en fait à la fin du comté va être différent que le poids en entrée. On constate également que évidemment les affineurs vont affiner d'autres types de fromages que le comté, et donc il y a besoin de faire ce qu'on appelle du coup des allocations, c'est-à-dire d'allouer les consommations, les différentes consommations sur un site donné en fonction des différents produits. Et donc là, on suit la méthodologie PEF pour le faire, c'est-à-dire qu'on regarde les quantités de matière sèche sortantes de chacun de ces produits pour pouvoir allouer les consommations et donc in fine allouer les impacts. Donc si on regarde un peu l'inventaire cycle de vie sur les matières laitières par rapport au grain à Panano, on voit que pour produire 1 kg de comté préaffiné, on va utiliser un peu moins de lait que pour le grain à Panano. À savoir que pour le grain à Panano, on est sur le système entier transformation plus affinage. Donc il y a aussi un petit biais là-dessus en termes de comparaison, il faut avoir ça en tête. Donc c'est un peu normal que le lait cru entrant soit supérieur pour le grain à Panano. Mais vu les différences en fait derrière en termes de poids sur l'affinage, on est quand même sur des quantités de lait cru entrant qui me semblent inférieures à celles du grain à Panano. Ce qu'on peut remarquer, c'est en termes de sortie et de valorisation matière, on a plus de produits qui sont valorisés au niveau comté, avec d'autres types de fromages pâte pressés qui sont produits de manière générale sur les fruitières, production de crème, de beurre, de fromage blanc, même de lait. Puis les fontes aussi ont été pris en compte comme matière laitière valorisée. Alors pour le grain à Panado, en général, ce sont des fromageries qui produisent soit de la crème, soit du grain à Panado, mais pas d'autres types de fromage pâte pressé. Si on regarde un peu les allocations, donc pour la transformation laitière, on est autour de 0,5, c'est-à-dire que le sérum étant valorisé de manière générale, il est en fait pris en compte comme un produit, un coproduit, et donc il va prendre sa part de l'impact, et donc 50%, autour de 50% de l'impact va être alloué
à la production de comté, et voilà, autour de 48% va être alloué au sérum, et les 2% c'est pour les autres produits restants. Donc une fois qu'on fait cette allocation et donc qu'on alloue les différents flux à ces différents produits, on retrouve au final autour de 5,18 kg de lait par kilo de comté et autour de 13 grammes de sel par kilo de comté. On a aussi collecté de la donnée sur les transports et de manière générale, on est autour de 100 km pour la tournée de collecte du lait. Le sel étant principalement importé de Camargue, on est autour de 400-500 km. Et puis en termes de produits de nettoyage aussi, donc on a essayé d'avoir un indicateur sur les produits chimiques purs. Et donc là, on est à un peu moins de 10 grammes par kilo de comté. Ce qui concerne l'énergie et l'eau, donc là on peut observer un mix, le mix énergétique moyen d'une fruitière, donc avec 0,2 kWh d'électricité consommée, avec un peu plus d'énergie thermique, composée de gaz naturel, de propane, de fuel et un tout petit peu de bois énergie. Et enfin, en termes de consommation d'eau, on est autour de 6 litres par kilo de comté. À noter que les palettes, les gaz réfrigérants ont été négligés dans cette étude. Alors à la fois parce que c'est une donnée qui est pas facile à obtenir. Alors on sait le nombre de palettes utilisées, mais la difficulté c'est d'avoir le nombre de palettes réutilisées. Et ça c'est quelque chose qui est de manière générale assez fait. Et donc au final c'est quelque chose d'assez négligeable en fait dans l'étude et dans l'empreinte. En ce qui concerne le gaz réfrigérant, c'est pas une donnée très compliquée à collecter parce que c'est difficile d'estimer les pertes de réfrigérant. C'est des choses qui se font aussi sur plusieurs années. Donc comme on est à l'échelle des 2 dernières années sur cette étude, c'était quelque chose qui était assez difficile à collecter. Et donc on a préféré négliger ce flux-là. Et enfin, pour la modélisation du bois énergie, donc comme je l'avais expliqué pour Render, dans la base de données IF, il n'y a pas de quoi modéliser le bois énergie. Et donc on a utilisé un proxy. Donc un proxy, c'est utiliser un autre inventaire qui permet de combler le trou. Alors en termes de résultats, ce que l'on observe déjà, c'est que on peut définir les principaux catégories d'impact qui comptent dans l'impact global. Alors qu'est-ce que j'appelle l'impact global? Ça va être l'impact en fait normalisé, agrégé de tous les indicateurs environnementaux. Donc on a vu précédemment que on a une multitude d'indicateurs, une quinzaine. Tous ces indicateurs en fait sont normalisés pour supprimer leur unité, sont pondérés donc de manière à la fois subjective, on peut dire ça, hein, parce qu'il faut donner de la valeur à un indicateur par rapport à un autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est le changement climatique? Est-ce que c'est la raréfaction de l'eau? Est-ce que c'est l'utilisation de ressources non renouvelables? Donc il y a besoin de quantifier, on va dire, la pondération de ces indicateurs. Et donc c'est quelque chose qui a déjà été fait dans le PEF. Et donc c'est pour ça qu'on va réutiliser cette pondération-là pour pouvoir donner du poids en fait à chaque enjeu environnemental et ainsi constituer un score unique. Et donc au sein de ce score unique, donc ce que j'appelle ici impact global, on va avoir la répartition des contributions des différents enjeux environnementaux. Donc on va pouvoir déterminer quels sont les plus importants entre guillemets pour le système considéré. Donc pour les fruitières, ce qu'on voit, ce qui ressort, ça va être l'utilisation de ressources énergétiques non renouvelables. Donc c'est en gros l'utilisation de fioul et de gaz pour l'énergie. Et puis le changement climatique, donc à la fois pour le transport et la collecte du lait, et puis pour l'utilisation de produits énergétiques à base de fioul et de gaz naturel. Maintenant, si on regarde les résultats sous un autre angle, c'est-à-dire pour cet impact global, quels sont en fait les postes de consommation qui impactent le plus? Et ce que l'on voit, forcément que ça va être le flux électricité qui va ressortir en premier parce que c'est un flux qui a été utilisé pour absolument toutes les fruitières. Toutes les fruitières utilisent l'électricité. Et donc, on a utilisé un mix électrique français pour la consommation électrique. Après, on a créé notre propre mix
de transport parce que toutes les fruitières n'utilisent pas le même type de camion avec des tailles différentes, des normes euro différentes. Et donc, on a dû modéliser un mix de transport. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs inventaires de cycle de vie liés au transport sur la gauche. Donc, voilà, par exemple, 12-14 tonnes, l'autre 14-20 tonnes, qui n'ont pas la même contribution, du coup, sur l'impact final. On va retrouver aussi toutes les énergies thermiques, donc à base de gaz naturel et à base de fuel, qui ont une contribution non négligeable. Donc voilà, ça va être les principaux postes, on va dire, d'émissions. Ça va être à la fois le transport, donc qui compte pour 38% de l'impact global. Donc collecte du lait principalement parce que le sel c'est quand même quelque chose d'assez faible par rapport au lait collecté. Et après tout ce qui va être énergétique, donc lié à l'énergie thermique et électricité. Maintenant, si on fait un petit zoom à l'intérieur de la fruitière, donc là c'est un vrai zoom à l'intérieur de la fruitière, c'est-à-dire que là on ne prend plus en compte la collecte du lait, on est vraiment sur la partie transformation. Et donc on a pu déterminer un peu les différentes contributions des postes d'émission en fonction des catégories d'impact. Et ce que l'on peut observer, c'est que pour la radiation ionisante, on voit que il y a pas de secret, c'est lié à l'électricité et donc l'énergie nucléaire française qui va impacter fortement cette catégorie d'impact. Pour la raréfaction de l'eau, pas de secret non plus, c'est l'utilisation de l'eau de réseau qui va impacter la majorité de cet impact. En revanche, pour le changement climatique, l'utilisation de ressources fossiles, on a des sources un peu plus variées. Donc pour le changement climatique, forcément les énergies thermiques à partir de fuel vont être beaucoup plus prépondérantes. On a un impact un peu moindre par l'utilisation de gaz naturel. Et le mix électrique français étant assez décarboné justement grâce au nucléaire, on va avoir un impact moindre sur le changement climatique. Vous voyez que ça se répercute sur un type d'indicateur qui va être la radiation ionisante. Et donc ça se retrouve, l'énergie se retrouve encore sur l'utilisation de ressources énergétiques non renouvelables, donc cet indicateur, simplement parce que même pour l'électricité, il y a besoin d'extraire de l'uranium de l'environnement, qui est limité aussi. Donc il va compter au sein de cet indicateur. Alors je vais pas faire le même niveau de détail pour la partie affinage, mais je voulais vous présenter aussi quelques résultats, quelques ordres de grandeur. Donc par exemple, si on compare en fait sur le système affinage qui prend en compte à la fois la collecte des meules, donc le transport et la production du sel, parce qu'il y a un peu de sel aussi, il y a un peu de salage au niveau de l'affinage qui est réalisé, et puis les activités de l'affinage. On va voir que l'apportation de sel, la production de sel est totalement négligeable pour les principaux impacts considérés. Et le transport de la collecte de meules est autour de 20% de l'impact du changement climatique et assez faible pour les autres types d'impacts. À savoir que pour l'affinage, on est sur des systèmes qui sont moins thermiques. On utilise beaucoup plus d'électricité et moins d'énergie thermique. C'est pour ça que la radiation ionisante est un des indicateurs qui ressort le plus en termes de contribution à l'impact global. Et si on regarde au niveau de l'affinage, donc si on zoome dans la cave d'affinage, là ce qu'on voit c'est que l'enjeu environnemental principal c'est l'électricité, les consommations énergétiques. Encore une fois qui vont impacter fortement les radiations ionisantes, donc ça c'est logique, et qui vont impacter aussi le changement climatique dans le sens, pas parce que l'électricité est carbonée, c'est la même électricité, mais simplement parce qu'on utilise très très peu d'énergie thermique par rapport à l'électricité. Donc au bilan, c'est l'électricité qui va contribuer le plus au changement climatique. Donc ça prouve quand même qu'en fait les câbles d'affinage sont assez décarbonés au final. Et si on met bout à bout l'ensemble de ces résultats, donc à la fois les résultats présentés par Anthony avec la production laitière, les fruitières et les affineurs, on obtient en fait l'ACV, donc résultat caractérisé de l'ACV d'1 kilo d'AOP compté,
Donc le changement climatique est tout en bas, et ce qu'on pouvait voir, donc là on est autour de 95% quand même de l'impact qui provient de la production laitière. Et donc c'est quelque chose de voilà d'assez classique hein, pour les fromages de manière générale et pour tous les produits concentrés qui utilisent beaucoup de lait. Hein. C'est assez classique. On a quelques indicateurs qui en effet sont beaucoup plus variés en termes de contribution. La radiation ionisante, l'utilisation d'électricité. Forcément, on va utiliser plus d'électricité en aval qu'en amont. Et donc c'est pour ça que là, l'affinage va avoir plus d'impact. Et pour les cotoxicity freshwater, on est sur des impacts liés un peu plus au transport. Et donc la collecte du lait va avoir plus d'impact au final que la production laitière. Au bilan, on obtient 5,45 kg de CO2 équivalent par kilo de comté. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont classiques. Dans Agribalise, on est autour de 6 pour les fromages pâte pressée, donc pour le comté. Voilà. Sauf que nous, là, on est sur une analyse qui est quand même beaucoup plus précise que Agribalise, qui a repris des données génériques pour le fromage pâte pressé, alors que nous, on est allé collecter de la donnée terrain sous la filière. Donc, je voulais, avant de conclure là sur cette partie TTG, je voulais quand même remercier le CGC Le CNIEL, avec qui ont beaucoup contribué, en tout cas pour la réalisation de ces travaux, et avec qui on va continuer à collaborer pour présenter les résultats à la filière. Maintenant, on va passer à un second projet qui met en avant les filières de la région Nouvelle-Aquitaine. L'idée de ce projet, c'est de vraiment développer une démarche d'éco-conception pour les produits signes de qualité de notre région. Donc, c'est un projet qui a démarré en 2019, qui est coordonné par l'ANA, par l'ITERG et par le CRIT La Rochelle. On est plusieurs instituts techniques des centres Actia Nouvelle-Aquitaine à participer à ce projet pour pouvoir en fait faire des modélisations et proposer une démarche d'éco-conception à ces filières. On collabore également avec l'IDEL sur la partie amont qui utilise 4.2R pour la modélisation. Et donc spécifiquement, Actalia accompagne l'AOP Beurre Charente-Poitou et l'AOP Osso-Errati dans cette démarche. Et donc je souhaite également aussi les remercier avant même de commencer pour leur implication et leur volonté voilà de participer à ce genre de travaux qui sont extrêmement intéressants. Donc pour rappeler un peu l'objectif du projet, l'idée c'est d'accompagner, de faire vraiment un accompagnement des filières de produits alimentaires officiels de qualité et de l'origine de Nouvelle-Aquitaine dans une démarche d'éco-conception, avec pour objectif au final de proposer des recommandations sur des critères environnementaux à intégrer au cahier des charges de ces filières. On est sur une démarche donc qui va s'appuyer sur la CV, simplement pour quantifier le profil environnemental existant et pouvoir le comparer à des scénarios typiques qui pourraient vous donner des idées pour proposer des recommandations en termes de critères environnementaux. Juste un petit rappel sur l'éco-conception et la méthodologie derrière, toute la démarche qu'il y a derrière. Donc c'est une démarche qui est préventive, qui permet de réduire les impacts négatifs et peut-être aussi de maximiser les impacts positifs des produits sur l'environnement, sur l'ensemble de leur cycle de vie, tout en conservant leur qualité d'usage. Donc on va ici intégrer l'environnement dans les phases de conception ou d'amélioration d'un produit. Donc là, on n'est pas sur une phase de conception d'un nouveau produit, mais on est vraiment sur une phase d'amélioration des produits existants sous signe de qualité. Et donc on va l'intégrer, ces critères environnementaux vont être intégrés en fait aux critères classiques que sont le coût, la qualité, ça c'est extrêmement important pour ces produits et ces filières, la faisabilité technique et les attentes du marché également. Donc le process, c'est celui décrit un peu ci-dessous. Bon, un peu différent parce que là on est sur une approche filière et pas forcément sur une approche entreprise, donc la démarche est légèrement différente. L'idée c'est quand même de bien comprendre les enjeux environnementaux de la filière, de bien comprendre les enjeux économiques et également des produits considérés, de proposer une évaluation environnementale, une situation de référence, de rechercher des pistes d'éco-conception, des critères environnementaux qui vont permettre derrière faire de l'aide à la décision pour intégrer les critères environnementaux
qui en fait ont une influence effective sur l'empreinte environnementale des produits considérés. Donc l'idée très graphique de l'éco-conception, c'est de faire l'analyse de référence et de proposer à la fin quelque chose, une fois qu'on a mis en place ces critères, quelque chose qui réduise effectivement l'empreinte sur différentes catégories d'impact, tout en évitant les transferts d'impact comme j'en ai parlé sur la première présentation. Donc les grandes étapes du projet. La première étape a été du coup de faire une analyse des cahiers des charges et des pratiques. Donc là, c'est le CRIT La Rochelle qui a mené ces travaux-là. Donc pour essayer de bien comprendre quels sont les enjeux de la filière, essayer de comprendre les différents acteurs, la structuration des filières, s'il existait déjà des méthodologies qui étaient mises en place dans ces filières. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum d'informations sur les filières pour proposer quelque chose, une évaluation vraiment qui a du sens pour elle. Une fois que cette étape est terminée, les instituts techniques ont proposé des méthodologies. Et donc, l'idée derrière, c'est de faire une évaluation des profils environnementaux des produits répondant au cahier des charges et de faire un état des lieux des points forts du cahier des charges pouvant déjà être valorisés aussi. Donc là, on est en cours de réalisation. Ces travaux-là vont être finis, en tout cas du côté Actalia, au courant de cet été. La troisième étape, du coup, c'est de faire des propositions d'amélioration de la performance environnementale, et une évaluation à la fois technique, économique et environnementale des principales propositions qui pourront être faites. Et puis, au final, on va faire une restitution filière, puis un bilan de ce projet pour pouvoir peut-être le renouveler avec d'autres filières. Juste un rapide tour des filières engagées dans ce projet. Donc, il y a un groupement Agneau Nord-Aquitaine, un groupement produits des Pyrénées avec l'agneau de lait des Pyrénées et l'osso irrati, un groupement produits porcins, le pruneau d'Agen, les huîtres marraines Oléron et le beurre Charentes-Poitou. Et donc Actalia accompagne les filières laitières sur ce projet-là et dans cette démarche d'éco-conception. Alors comment se passe l'évaluation des profils environnementaux? Donc l'analyse préliminaire a été réalisée, donc avec une première analyse sur le cahier des charges. Donc ça nous permet, comme j'ai déjà un peu dit, de mieux comprendre les enjeux de la filière, de mieux comprendre le produit étudié, et à la fin de proposer un cadre méthodologique qui a du sens pour ces filières. Donc dans un cadre méthodologique, on va essayer de définir un échantillonnage peut-être représentatif ou peut-être pas représentatif. On va peut-être essayer de regarder des pratiques différenciantes, essayer de mettre en avant ça et de pouvoir après les comparer sur une analyse. On va essayer de regarder le périmètre d'études où il est possible de collecter de la donnée et où ça va être beaucoup plus compliqué. On propose aussi des schémas de flux de la filière pour être sûr de bien modéliser correctement. On parle aussi d'indicateurs environnementaux pertinents parce que, comme on l'a vu, il y a une quinzaine d'indicateurs et on va peut-être uniquement se focaliser sur ceux qui semblent pertinents pour la filière et qui ont du sens. Et pourquoi pas implémenter des indicateurs complémentaires autres qui sont hors ACV, parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'indicateur biodiversité en ACV. La biodiversité est prise en compte de manière indirecte par d'autres indicateurs qui influencent, qui impactent la biodiversité. Il n'y a pas directement un indicateur biodiversité. Donc c'est quelque chose qui peut potentiellement être développé mis en place pour avoir d'autres types d'indicateurs qui peuvent avoir du sens pour certaines filières. On propose aussi des scénarios de production à étudier. Donc selon les pratiques, on peut tester différents scénarios, essayer de voir, voir par exemple sur la distribution, qu'est-ce qui se passe si on vend le produit dans cette zone géographique, si on le vend le produit localement, à quel point ça impacte les enjeux environnementaux. Donc c'est ce genre de questions qu'on peut être amené à se poser. Donc une fois que le cadre méthodologique est validé, on va réaliser des questionnaires adaptés aux différents acteurs. Donc pour les acteurs de la production laitière, il n'y a pas eu de questionnaire réalisé parce que ils ont réutilisé des analyses CAP2ER. Mais pour les autres acteurs, on a réalisé des questionnaires sur mesure pour qu'ils puissent répondre aux attentes des filières. Une fois que les questionnaires sont réalisés, on collecte de la donnée
Donc l'idée, c'est d'être le plus possible sur site pour déjà visiter et comprendre un peu les installations, les modes de production, comment les acteurs sont organisés. Ça, c'est très important pour proposer une modélisation plus solide et plus juste. Donc à ce jour, on est à 80% à peu près de la collecte de données qui est réalisée pour Blanchard-en-Poitou et pour le Solerati. Il devrait être finalisé très prochainement. Et une fois qu'on a ces données, voilà, c'est comme dans les autres projets, on va les traiter, créer des inventaires de cycle de vie, des ICV moyens filières et plus potentiellement des scénarios alternatifs si cela intéresse les filières en question. Et puis, nous, on va utiliser notre logiciel ACV Expert CIMAPRO pour modéliser ça, tout en apportant les données issues de capteurs de ER. Donc, on a une collaboration avec l'IDEL là-dessus, qui nous fournissent leur inventaire de cycle de vie simplifié, basé sur Cap2ER, qu'on peut intégrer dans notre logiciel et donc faire quelque chose de construit sur l'intégralité du cycle de vie. Les prochaines étapes de ce projet, ça va être de proposer aux filières des ateliers d'émergence des propositions d'amélioration. Donc on va avoir deux ateliers par filière et qui auront lieu voilà, fin 2021 et début 2022 pour certaines. L'objectif, ça va être de faire émerger des propositions d'action, des recommandations, pour que voilà, on mette tout sur la table et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui peut être intégré au cahier des charges. Et ces résultats, ces présentations des résultats ACV vont permettre de hiérarchiser les pistes d'éco-conception. Donc c'est quelque chose qui va être utile justement pour pas partir n'importe où. On va aussi proposer un atelier approche consommateur pour intégrer l'approche marketing et consommateur aux propositions d'amélioration. Et enfin, on fera une évaluation de la faisabilité technique et économique des différentes pistes d'éco-conception qui ont été présélectionnées avec les acteurs, histoire de sélectionner in fine uniquement les plus pertinentes. Donc j'arrive à la fin de cette double présentation. Qu'est-ce que l'on peut retenir de tout ça? Donc on a parlé pas mal d'ACV, c'est vrai, mais c'est vrai que l'ACV, voilà, c'est une approche qui est normée, qui permet de quantifier les impacts environnementaux et donc d'avoir du suivi de progrès. C'est une méthode qui se développe de plus en plus, c'est-à-dire que la recherche scientifique avance énormément sur le sujet, et comme elle avance, elle permet d'avoir des bases de données de plus en plus précises, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de bases de données avec des mises à jour annuelles. Donc une science vraiment récente qui avance vite. Donc on a des bases de données européennes, donc avec IF. On a des bases de données françaises alimentaires comme Agribalise, mais il existe aussi plein d'autres bases de données pour d'autres pays ou pour d'autres types de secteurs. Parallèlement à ça, il y a des cadres méthodologiques qui se mettent en place. Donc ça a été une volonté de l'Europe de mettre en place un cadre méthodologique pour le PEF et pour les secteurs laitiers. C'est également le cas en France. Agribalise, c'est une base de données, mais c'est aussi un cadre méthodologique, une structuration des inventaires de cycle de vie qui permet du coup de comparer des produits entre eux. Donc c'est un peu tous ces cadres méthodologiques, toutes ces bases de données qui permettent de faire avancer et de structurer et d'alimenter des outils d'ACV d'éco-conception. On voit que c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué en fait de passer par des logiciels experts pour différents acteurs. Et donc c'est pour ça que de plus en plus d'outils d'ACV se développent. Donc on a Render, on a EDSS pour TTG, et puis on a les démarches d'éco-conception qui se mettent en place avec différentes filières pour à la fois faire avancer les démarches en interne, réduire l'empreinte des produits laitiers, mais également aussi proposer un affichage environnemental. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Est-ce que vous avez des questions sur ces projets? Merci, merci Alexandre pour cette présentation et à Anthony aussi pour son intervention. C'était voilà, à nouveau deux projets très intéressants. Merci aussi aux acteurs et aux représentants de la filière Comté qui se sont impliqués pleinement dans le projet TTGG. L'objectif en premier lieu toujours de ce projet, c'est bien que les livrables leur soient utiles, que ce soit autant en termes d'outils qu'en termes de données de référence qui sont générées.
Comme on l'a vu pour TTGG, on est plus sur un périmètre un peu plus réduit que Render, mais un outil plus précis puisqu'on va dans le détail des process et des étapes. On a cette possibilité-là. Et on a aussi un volet énergie qui a été géré. Alors après, voilà, pour la partie Eco-Kalina, donc c'est le projet multi-filière qui vous a été présenté et qui est réalisé grâce au soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a un travail intéressant qui est mené sous forme d'atelier avec les filières, hein, comme l'a expliqué Alexandre, qui permet d'aller aussi vers des scénarios, se projeter et faire des simulations. Donc c'est aussi vraiment quelque chose à suivre de près et on aura l'occasion de vous en reparler par la suite dans les prochaines réunions de restitution.